Salut à toutes et à tous, Lorido CBC dimanche soir sur la 113e édition du Tour de France avec encore une fois une étape haletante, disons-le, exceptionnelle de suspense dans les rues de Paris en guise d'épilogue. Mathieu Van Der Poel s'est arraché grâce aux incroyables relais de son ami Tadej Pogačar parti avec lui en haut de la butte Montmartre. Le Néerlandais s'est imposé après avoir évité d'un cheveu le retour des sprinters. Pogačar remporte lui son 5e Tour de France et rentre un petit peu plus dans la légende. Et pour débriefer cette 21e étape de la Grande Boucle, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Lucas Rinx. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Eloi Touot. Salut tout le monde. Et bonsoir Julien Chénet. Salut Arnaud, salut tout le monde. Et c'est parti pour le 24e et dernier épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 21e étape du Tour? Tiens Julien. C'est le travelling de la caméra qui suit Van Der Poel dans la dernière ligne droite. C'était absolument incroyable. C'était une œuvre d'art ce plan où on voyait son visage se déformer, tous ses membres se désarticuler. On avait l'impression c'est même pas une impression, il est allé chercher chaque goutte d'énergie au plus profond de lui-même. C'était vraiment magnifique comme plan. Et puis ce finish qui était absolument extraordinaire. Eloi. Ça va être un peu comme Julien, Mathieu Van Der Poel après sa victoire. Quand il s'effondre au niveau des barrières, c'est la signification d'un effort pur comme on les aime. Et voir un champion comme Mathieu Van Der Poel au bout de son effort, je trouvais ça assez magnifique sur une 21e étape du Tour de France. Donc voilà, c'était magnifique. Van Der Poel après la victoire, moi j'ai une petite image du jour également et je te donne la parole juste après Luc, parce que moi j'ai vu Mathieu Van Der Poel avant la course, toute l'équipe alpécine rue des Acacias dans le 17e arrondissement qui, 1 heure avant la course, même pas 1 heure avant le Quel départ. Numéro c'est je sais plus. Alors ça j'ai pas regardé, je dois t'avouer, mais ils étaient autour d'une table en train de prendre un café dans l'anonymat le plus complet. Jasper Philipsen, cheveux au vent, qui avait un air nostalgique, peut-être, je sais pas, que sa Belgique lui manquait. Enfin bon voilà, c'était une image assez incroyable et qui je trouve prend en tout cas à titre personnel un petit peu plus d'ampleur quand on voit aujourd'hui la course faite par les alpécines. Luc, je te donne la parole. Bon, évidemment, moi aussi je vais donner une image en lien avec Mathieu Van Der Poel, et ça sera ce moment où vraiment il franchit la ligne, se jeter de vélo, ce petit regard à droite où il se rend compte que c'est Philipsen, et Philipsen qui lève le bras en même temps. C'est juste la partition parfaite des alpécines. Et puis ça mettait fin à cette course-poursuite haletante avec les décathlons qui ont roulé derrière. C'était vraiment savoureux cette arrivée du Tour de France, la dernière arrivée du Tour de France. Il restait donc 89 km à parcourir dans ce Tour 2026, dans une 21e étape 100% parisienne. Une étape qui, pour la 2e année d'affilée, passait par la rue Le Pic pour monter en haut de la butte Montmartre, placée, cela dit, un petit peu plus loin de l'arrivée que l'an passé, mais on a eu des frissons avec un final épique, palpitant, vous l'aurez compris, à travers les rues de la capitale. Les deux hommes du jour s'appellent donc Van Der Poel et Pogačar. Ils ont tenu en échec les sprinters. Van Der Poel s'impose et peut dire un grand merci quand même à Pogačar qui a accepté de le relayer. Alors juste pour remettre dans le contexte, il y a eu à plusieurs reprises donc le franchissement de cette butte Montmartre, et à chaque fois les deux hommes ont essayé de partir plus ou moins accompagnés. Au dernier franchissement, ils n'étaient plus que tous les deux, et Pogačar, Julien, a quand même bien aidé Mathieu Van Der Poel. Il a aidé, il voulait surtout gagner, même si effectivement au sprint face à Van Der Poel, ses chances de s'imposer étaient moindres, mais elles étaient moins moindres que s'il avait été dans le peloton à jouer le sprint et y être parce que le dernier, je crois, maillot jaune à s'être imposé sur les Champs-Élysées, c'était Bernard Hinault en 1982. Il avait d'ailleurs battu Adrien Van Der Poel. Donc ça aurait été drôle de voir une forme de remake qui aurait été pas tout à fait un remake, parce que c'était un sprint massif et Hinault avait battu Adrien Van Der Poel. Là, ils sont arrivés tous les deux, le maillot jaune et Mathieu. Mais oui, il a joué sa carte à fond et c'était magnifique à voir. Luc. Finalement, Tadej Pogačar a remboursé aujourd'hui les relais de Van Der Poel sur le Tour des Flandres. On les avait déjà évoqués dans ce podcast après la victoire de Van Der Poel à Ussel, pour dire à quel point c'était un grand champion. En fait, sur ce Tour des Flandres cette année, il se savait probablement condamné dans la roue de Pogačar, et pourtant il avait continué à le relayer et ça avait fait jaser. Beaucoup s'étaient demandé mais pourquoi pas tenter une autre stratégie, pourquoi ne pas rester dans sa roue, sachant que Pogačar allait forcément le distancer dans le vieux Quarmont, et que ce soit Van Der Poel ou même tout son clan, même Adrien Van Der Poel, son père, avait dit ça ne se fait pas, entre champions ça ne se fait pas. Et Van Der Poel avait dit on va se recroiser encore quelques années avec Pogačar et ce serait dommage d'installer ça dans notre relation. Et finalement il avait été visionnaire, parce qu'aujourd'hui Pogačar lui a vraiment rendu. Je pense que Julien, tu dis que Pogačar voulait gagner, mais je pense que dans les 6-7 derniers kilomètres, Pogačar, on le voit que il se sacrifie vraiment. Ses relais, ils sont tellement
appuyé, il est tellement à bout de souffle, on voit qu'il est là juste pour la beauté de ce final, pour offrir ça à Van Der Poel. Éloi. Et quoi qu'il arrive, s'il y avait une arrivée à 2, je pense que Van Der Poel aurait été plus fort au sprint. Quoi qu'il arrive, c'est sûr. Et pour rebondir sur Luc, ce sont 2 coureurs qui ont respect mutuel vraiment, qui s'apprécient. Et donc, je pense que c'est pas du tout un effort, ni pour l'un ni pour l'autre, de prendre des relais. Et ce qui était assez drôle, c'est que dans la butte Montmartre, quand Pogačar attaque la montée, il est assez loin finalement. Et le seul qui est dans sa roue, c'est Mathieu Van Der Poel. Et donc en fait, on a l'impression qu'il courait presque à 2. Il savait qu'ils allaient terminer à 2 et je trouve ça assez exceptionnel que ça se passe comme ça. Et ça poursuit une histoire qui est assez longue en fait aussi entre les 2 coureurs qui avaient commencé à Milan-San Remo où il y a des belles batailles entre eux. Donc c'est un nouveau chapitre de ce duel et que voilà, je trouve ça magnifique que l'histoire se poursuive comme ça. Julien. Je trouve qu'ils sont tous les deux portés par une volonté de s'amuser le plus longtemps possible, le plus loin possible, et surtout ils incarnent une forme de pureté de l'esprit de la compétition, de l'esprit sportif, dans le sens où peu importe qui gagne, mais on a envie de voir que c'est le meilleur qui va gagner. Si c'est toi ou si c'est moi, mais on verra, on va voir ce qui se passe à la fin. Je trouve que ça ramène entre guillemets un peu aux racines un peu du sport et de pourquoi on aime le sport et le vélo en général. Et ça ramène aussi cette 21e étape du Tour de France qui a très longtemps été ennuyeuse, réservée aux sprinteurs après un défilé dans les départements alentours de Paris. Ça ramène vraiment une force à cette dernière étape. Éloi, c'est devenu une classique. C'est devenu une classique cette course de cette 21e étape de Paris en seulement 2 ans sur le Tour, plus les Jeux Olympiques en 2024. J'ai un peu de mal à dire classique parce qu'il y a que 89 km. Mais dans l'esprit, il y a que des coureurs de classique. Il y a que des coureurs de dans classique. La deuxième franchissement de la butte Montmartre, excuse-moi, il y a Evenepoel, Van Der Poel, Pogačar, Pedersen. Non mais c'est sûr. Mais le Tour de France est devenu 21 classique. Voilà, exactement. On en a déjà beaucoup parlé. C'est ça. Mais je trouve que celle-là, je sais pas, il y a encore un truc. En fait, je pense qu'il y a un cadre aussi avec Montmartre derrière, avec le public qui ressemble forcément à ce qu'on peut retrouver sur des classiques flandriennes. C'est sûr qu'en fait, la 20e étape, on attendait presque cette dernière étape plus que d'autres étapes. Que la 20e de France, peut-être plus que la 20e hier, qui était pourtant l'étape reine. Non, mais bravo aux organisateurs aussi d'avoir changé, modifié légèrement le parcours cette année avec une arrivée qui était un peu plus lointaine après le 3e passage, qui a permis en fait cette bataille entre le train des sprinteurs notamment mené par Decathlon et Pogačar Van Der Poel. Je crois que ça rajoutait encore un peu plus de piment alors que l'année dernière on était déjà très très bien servi avec Wout van Aert, mais là c'était encore autre chose, un suspense vraiment jusque dans les derniers mètres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, souligner, tu as tout à fait raison, c'était un pari gagnant pour ASO. Sans cet allongement du circuit, on n'aurait pas eu ce dénouement extraordinaire, en fait, ce suspense qui s'est tiré jusqu'à sur après la ligne. Quoi. Oui. La photo finish montre que c'était l'ajustement idéal au mètre près, quoi. Que finalement, cette course entre les équipes de sprinters et voilà, les 2-3 meilleurs coureurs de classique, elle a été parfaitement calculée avec ce nouveau parcours. Un petit mot de l'ambiance, on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'encore une fois, ça a été au rendez-vous. Ça aussi, ça aide à installer Luc, Julien, Éloi, voilà, une ambiance, c'est le cas de le dire, autour de cette 21e étape. Vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se crée à ce moment-là entre le public dans la butte Montmartre, Luc, et les coureurs. C'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer, qui est hérité du succès populaire des JO. On a surfé là-dessus déjà l'an dernier, et maintenant, c'est devenu... Voilà, je pense que tout le monde a envie d'assister à ce passage dans la rue Le Pic. On a vu même Asparen, le coureur de Pinarello Q35, qui est rentré le premier du coup. Qui a fait exprès, je pense, de pouvoir rentrer en premier, et qui soulevait la foule comme ça. C'était assez magique. Et puis beaucoup de coureurs en profitent. Il y avait cette photo sublime aussi l'an dernier de Roglic qui en profite derrière le peloton, qui est seul dans cette rue-là. En plus, ça résonne particulièrement. Alors, malheureusement, moi, j'ai jamais eu la chance, du coup, d'aller vivre ça dans la rue Le Pic, mais visiblement, c'est ce que disent les coureurs, c'est que ça résonne énormément et que ça fait un bruit, mais qui est assourdissant. C'est ce qu'ils avaient dit l'an dernier. Ça fait presque mal aux oreilles parce que voilà, c'est confiné dans cette rue-là et il y a un monde qui fait que c'est que ça avait parlé d'acouphènes dans l'Alpe d'Huez. Je suis curieux de savoir ce qu'il a dû ressentir aujourd'hui. Comme l'a dit Luc, c'est un rendez-vous qui est en train de devenir, je pense, c'est un rendez-vous parisien. J'ai beaucoup d'amis qui suivent pas du tout le vélo, qui m'ont envoyé un message ce matin, on est dans la rue Le Pic, et ça montre bien ce rendez-vous qui est en train de devenir super populaire à Paris, et j'espère que ça va continuer dans les années à venir. On a beaucoup entendu le mot monumental depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est presque alors on dit souvent que c'est l'Estrada Bianchi, le 6e monument, mais on est en train de se demander si c'est pas cette course finalement qui est en train de devenir le 6e monument. Tout le monde va vouloir l'inscrire à son palmarès. Van Aert l'an passé, Van Der Poel cette année, Pogačar qui aurait envie. C'est vrai que voilà, maintenant c'était déjà le championnat du monde des sprinters, mais là ça va devenir le championnat du monde des classic-man, Luc. Van Der Poel disait que l'an dernier il y avait assisté à la télé puisqu'il avait eu sa pneumopathie, il était malade.
Et en voyant Van Aert gagner, il s'était dit, il y pensait quoi. Il se disait, il va falloir que je revienne pour gagner cette course-là. Et que Van Der Poel dise ça, parce qu'on connaît sa relation particulière au Tour de France, on en a parlé. C'est pas un format qui lui plaît. Mais ce format-là, ce genre d'étape-là, c'est parfait pour lui. Et le fait qu'on retrouve ce duel aujourd'hui avec Pogačar, qui est quand même l'une des plus belles rivalités de ce siècle, je pense, et qui est une rivalité qu'on a vue uniquement sur les monuments et sur les championnats du monde. Le fait de la retranscrire sur le Tour de France, ça prouve que c'est presque équivalent à une classique déjà. Alors le terme monument, c'est dur de. C'est presque un cyclocross en fait. Dans la durée, ça durait. À surtout peu près aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, c'est ça. Juste, je remets sur le tapis ce moment où donc il y a 4 coureurs qui s'échappent dans la deuxième montée. Donc on a Pedersen, Evenepoel, Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Ce sont les 4 derniers champions du monde, si je dis pas de bêtises, sauf Julien Alaphilippe. Donc c'est quand même... Et il manque juste Van Aert, et ça aurait été les 5 qu'on retrouve en haut du vieux Quarmont après l'accélération de Pogačar sur le Tour des Flandres. Voilà, on a tout compris. Franchement, on a adoré, encore une fois, je crois, on peut le dire, le grand homme de ce Tour de France. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, mais encore plus évidemment, Tadej Pogačar est grand parce qu'il rentre dans l'histoire, dans la légende, même en devenant le 5e homme à gagner 5 Tours de France, comme l'avait fait avant lui Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Alors j'ai une question qui, je sais, est peut-être pas évidente, voilà, pour vous, mais Luc, je vais te la poser. Je la redoutais. Puisque je sais que tu la redoutes depuis tout à l'heure. Voilà, tu voulais pas venir à ce podcast parce que tu savais que j'allais te poser cette question. Où placer Pogačar dans l'histoire de ces 5 noms que je viens de te donner? Je pense que c'est déjà tellement dur de comparer les époques, encore plus pour nous qui n'avons pas vu et puis admiré ces coureurs-là, mais déjà il y a un facteur à prendre en compte, c'est l'internationalisation du peloton. Je pense que vous allez en parler, mais tous les coureurs ou les équipiers de Merckx ou même Dino, quand on essaye de faire ce jeu-là, un petit peu de comparaison des époques, ils vous le disent que le cyclisme a énormément changé et que c'était pas la même chose à l'époque de se bagarrer avec les meilleurs Belges, les meilleurs Italiens, les meilleurs Néerlandais, les meilleurs Français, les meilleurs Espagnols. Aujourd'hui, le peloton, il est mondial. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous sortez cette statistique, il n'y a aucune des 3 nations qui ont les grands tours donc France, Espagne, Italie qui n'ont gagné une étape cette année. Et ça démontre le niveau qui s'est juste intensifié, internationalisé. Et donc forcément, ça force le respect. Et au-delà de tout ça, ce 5e tour, il allait le chercher avec la manière. Il y a ce nombre d'étapes, il y a cette domination qui s'illustrait par son travail pour Del Toro. Là, c'est juste un champion absolu et je pense que de toute façon, maintenant, on est obligé de le comparer qu'avec Merckx, finalement. Je pense que le match se fait entre les deux, historiquement. Julien? Oui, quand on regarde l'âge auquel les coureurs qu'on a cités ont gagné leur 5e grand tour, ils étaient beaucoup plus âgés que Pogačar. Il a 27. Merckx avait 29, je crois. Oui, je crois. Anquetil avait 30, Hinault avait 30, Indurain avait 31. Pogačar, il en a 27. On a l'impression qu'il peut facilement gagner 3 ou 4 s'il le décide. Pour les autres, on n'avait pas forcément perçu une fin de règne. Si ce n'est peut-être pour Anquetil où il y avait une lassitude qui s'était imposée et du coup il n'avait pas participé au Tour 65 en se lançant vers d'autres défis comme le doublé Dauphiné, Bordeaux-Paris en moins de 24 heures. Mais Pogačar, oui, est-ce que c'est le plus grand de l'histoire? J'avais posé la question à Lucien Van Impe qui est un contemporain d'Eddy Merckx, Van Impe vainqueur du Tour 1976. Il disait que Merckx, ça reste Merckx quand même parce que il gagnait beaucoup plus tout au fil de l'année, il courait beaucoup plus, il faisait même les 6 jours, il allait sur la piste et Pogačar court beaucoup moins, donc il peut pas être Merckx, mais bon, il gagne tout autant. Mais de toute manière, c'est vrai que c'est compliqué de comparer les époques. Éloi? C'est difficile de comparer les époques. Il y a peut-être quelque chose pour Pogačar, c'est qu'il y a une sorte d'homogénéisation du peloton. Aujourd'hui, tous les coureurs ont on va dire un niveau lambda qui est quand même assez élevé et il est fort sur tous les terrains. Pogačar, il y a une sorte de quintessence, je trouve, sur ce Tour de France. Pas grand chose à redire, il est juste trop fort. Et donc moi, pour ça, je suis impressionné. Et aussi pour rebondir sur lui tout à l'heure, sur ce côté internationalisation du peloton, il faut regarder la 3e place. Un Mexicain sur le podium du Tour de France, c'est pas tous les jours. Et c'est la première fois même. C'est la première fois. Et donc non, mais c'est très difficile de comparer les époques, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de quintessence aujourd'hui sur Pogačar. Luc? Pour moi, ce 5e tour, il ressemblait plus comme une case à cocher finalement, parce que si on prend Pogačar dans sa globalité, Pogačar c'est déjà double champion du monde, c'est un nombre de monuments incalculable. Il lui manque plus que Roubaix. Et il lui manquait ce 5e tour pour être à la hauteur justement de Merckx. Mais les autres, on les a vus s'aventurer évidemment sur les classiques. Mais là,
Pogačar, il a fait rebasculer son époque. C'est ça le plus intéressant en fait. Il a fait rebasculer. On avait une hyper spécialisation entre les coureurs du général et les coureurs des classiques. Et lui, il a fait le trait d'union entre tout ça. Et d'ailleurs, tu parles de quintessence, mais aujourd'hui, c'est la quintessence de tout ça. À le voir se battre avec Van Der Poel 2 jours après être allé gagner Alpe d'Huez. Donc, c'est ça le plus important, je pense, pour moi. Et ce 5e Tour de France, c'est pour ceux qui aiment comparer statistiquement les coureurs. Mais si on parle aussi de, je sais pas, de prestige ou de ce qu'il a pu changer dans son époque. Oui. C'est ça le plus important. Et même dans des époques qui remontent à quelques décennies, parce que tu prends Miguel Indurain, tu prends Bernard Hinault, tu peux prendre plus récemment, alors il est que quadruple vainqueur, mais Christopher Froome, ces garçons-là n'allaient pas sur des classiques. Alors Bernard Hinault mis un petit peu à part, parce que c'est vrai que quand il avait décidé de gagner quelque chose, un monument notamment, voilà, il allait sur Paris-Roubaix pour le gagner, et puis après on l'y a plus revu, mais c'est vrai que voilà, Tadej Pogačar, pour le coup, lui, ça l'amuse de faire du cyclisme, ça l'amuse de gagner 5 Tours de France, ça ne le lasse pas de gagner je ne sais pas combien de Tours des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et de championnat du monde. Mais il est tellement fort qu'il a provoqué une révolution dans le vélo, déjà dans le fait de s'aventurer sur d'autres terrains de jeu que ses prédécesseurs n'osaient plus, sur lesquels ses prédécesseurs n'osaient plus aller. Et ce qui est fou, c'est qu'il fait à l'ère du cyclisme qui n'a jamais été aussi scientifique, aussi cadré, où tout est pesé, millimétré. Et lui, il arrive à faire exploser tout ça. Et à livrer des partitions phénoménales. En plus, il se contente pas de gagner, mais en plus, il fait décanter la course beaucoup plus tôt qu'auparavant. Donc c'est ça qui est dingue avec ce coureur. Au-delà des victoires, il a révolutionné le vélo. On va pas revenir évidemment sur le scénario de la course. On va pas non plus revenir sur les quelques sifflets, voilà, qui ont émaillé quand même son Tour de France, parce que ça aussi c'est une réalité. Sur les fameux contrôles antidopage également. C'est une réalité, mais les sifflets, on en a parlé qu'une seule fois. Alors, finalement. on en a parlé qu'une seule fois. Très honnêtement, moi j'étais derrière une voiture UAE quand j'ai monté l'Alpe d'Huez l'autre jour pour la 19e étape. Franchement, quand même, ils se sont fait secouer. Moi, j'aurais pas aimé être dans la voiture. Hein. Dis-moi, Eloi. Je trouve que c'est assez paradoxal parce que on est tous les matins sur les villages départ. Il faut voir la cohue autour du car UAE. C'est sûr. Faudrait voir dans l'époque, mais j'ai l'impression que le cyclisme a une vraie superstar. Malheureusement, je pense qu'incarner un peu Lance Armstrong par le passé, mais je mets une certaine réserve, mais il est en train de changer aussi une grosse réserve. Il est en train de changer aussi tout l'extra pour moi sportif du vélo. Je pense qu'il se fait connaître aussi à l'international. Il change la dimension du vélo dans les sponsors. On voit bien que les courses n'ont jamais été autant suivies qu'aujourd'hui. Et je pense que Pogačar y est pour beaucoup. Donc oui, il y a des sifflets, mais ça a été de tout temps. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'admiration que de huer sur Pogačar. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content que j'ai parlé de sifflet, mais moi j'allais dire on va pas en parler, mais bon, je voulais simplement quand même rappeler que ça avait existé, voilà. Tout comme je voulais rappeler que il y a eu de la suspicion également autour de Tadej Pogačar, comme autour de beaucoup de champions, même s'il n'a jamais effectivement triché, en tout cas de manière avérée. Juste la suite des événements pour Tadej Pogačar, on a du mal à ne pas l'imaginer en gagner un 6e l'an prochain. Vraiment, réponse en quelques mots, Julien. Bah oui, pourquoi il ne viendrait pas sur le Tour j'ai pas de. Surtout pourquoi ne le gagnerait-il pas s'il vient. C'est surtout ça la question. Il le gagnera à moins que on sait jamais ce qui peut se passer, mais il sera forcément le grand favori pour une 6e victoire, qui serait du coup une performance jamais faite, hormis le cas Armstrong qui a perdu ses victoires depuis la révélation de son dopage. S'il y parvient, il y a que 2 coureurs qui ont gagné 4 tours d'affilée. Celui-là, il en a gagné du coup 3 d'affilée. Anquetil l'a fait entre 61 et 64 et Indurain l'a fait, mais 5 fois de rang. Donc peut-être que Pogačar pourrait être tenté aussi, même s'il n'est pas habité par cette quête de record, mais d'en gagner 5 d'affilée, donc à savoir donc les 2 suivants. Luc. Ça va forcément être de plus en plus intéressant de toute façon, puisque ses performances vont bien finir par décliner, et celles de Sexas et Del Toro sur la pente ascendante. Et puis Vingegaard, je pense qu'il va pas renoncer. On en discutait hier avec son directeur sportif Mark Riff. Il disait que cette année, Vingegaard avait été préparé pour la haute altitude, pour la haute montagne, et donc ils avaient beaucoup misé sur cette 3e semaine. Donc il y a une énorme déception de ne pas l'avoir vu sur cette 3e semaine. L'an dernier, il avait plus travaillé les fibres explosives parce que le début de tour était plus explosif. Voilà, Vingegaard, pas de pépin cette année. Il va avoir 1 an pour se remettre la tête à l'endroit. C'est aussi intéressant, sachant que Pogačar, lui, est un petit peu obligé de s'éparpiller avec cette quête aussi de Paris-Roubaix qui l'obsède. Éloi, le mot de la fin là-dessus. Je pense que ça va jouer sur la capacité de Pogačar à vouloir encore jouer, à encore vouloir prendre plaisir sur un Tour de France. On l'a répété l'année dernière, sur une 3e semaine, il avait connu un peu de lassitude. Est-ce qu'il va trouver encore ce brin de motivation vu la concurrence qui se dessine? Je pense qu'il l'aura et reviendra l'année prochaine. Dernière petite chose, c'est le fait qu'il divise sa saison en plusieurs blocs,
fait qu'en fait, il échappe à la pression du Tour lors de la première partie, puisqu'il se concentre sur les classiques. Donc, je pense que mentalement, il y a une approche intéressante. Au-delà du fait qu'il peut gagner, il gagne sur d'autres terrains, ça le permet de préserver sa fraîcheur en vue du Tour. Luc, t'as envie de rester Un dernier mot, mais oui. je vois qu'il faut être court. Ah mais non, mais c'est pour vous, hein. Moi, on peut faire 2 heures si vous voulez. Hein. Non, mais il y a Vous avez aussi du ce travail fantasme des 3 grands tours la même saison. Oui. Ça a été évoqué en début d'année dans le staff du AE, on en a parlé. Voilà, viser le Giro, le Tour de France et la Vuelta la même année, ça n'a jamais été fait. Et c'est un défi qui pourrait tenter Pogačar, même si toute la difficulté justement sera dans cette lassitude, parce que 3 semaines c'est long et c'est un format de course qui lui plaît moins, mais c'est un challenge à sa mesure et qui rendrait aussi le Tour de France plus. Et il n'a toujours pas gagné la Volta. Et il n'a toujours pas gagné la Vuelta. Peut-être ira-t-il se frotter justement aux routes espagnoles, monégasques et françaises, puisque ça passera notamment par ces 3 pays, même par l'Andorre, je crois. 4 pays pour la Vuelta au mois d'août et au mois de septembre. Je vous avais demandé de préparer un petit top, un petit flop pour finir. Allez, vraiment en quelques mots. Qui veut y aller? Tiens, Éloi, je te donne la parole en premier. Un petit top et un petit flop Je commence par sur ce tour. Je commence par mon top, peut-être top un peu niche, mais ça a été Les cuisses ça a été évoqué. de Ça Einar a été Rubio. évoqué ce matin un peu en zone mix, c'est le peu de chute je trouve sur ce Tour de France. C'était C'est pas agréable à voir. Et je pense que voilà, de pas voir des coureurs souffrir, un petit élément d'explication, on en a déjà parlé sur ce podcast, c'est sur notamment sur les arrivées au sprint, sur ces coureurs du classement général qui se reculent un peu plus dans le final pour laisser la place au train des sprinteurs, mis à part la chute de Gaviria sur la 12e étape à Chalon-sur-Saône. Et c'est tombé ce soir aussi. Et c'est Mais tombé c'était ce soir, c'était et pas un voilà. sprint massif. C'était pas un sprint massif, mais de grosses chutes, à part celle de Gaviria, j'en ai pas d'autres en tête et c'était quand même plutôt agréable. Luc? Moi, mon top, et j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est la claque que m'a mise Remco Evenepoel. Parce que je l'attendais pas à ce niveau-là du tout. Il a montré de la consistance sur les 3 semaines. Il a fait un travail monumental pendant 2 mois. Et ça y est, c'est vraiment véritablement un coureur de grand tour. Et d'ailleurs, il s'est étonné qu'on ne l'ait pas jusque-là considéré comme un coureur de grand tour. Remco Evenepoel qui aime bien toujours mettre un petit tacle quand même aux journalistes et à ceux qui le critiquent. Julien. J'accepte le tacle. Oui, non, mais on accepte le tacle parce qu'on adore Remco Evenepoel, mais je le précise quand même parce que c'est aussi une réalité. Julien. La bataille pour les maillots distinctifs autres que le maillot jaune, que ce soit pour le blanc, pour le maillot à pois et le maillot vert, ça s'est étiré jusqu'à la veille de l'arrivée, et notamment grâce à deux coureurs qui font preuve d'un état d'esprit Remarquable. remarquable. Richard Carapaz pour le maillot à pois et Mats Pedersen pour le maillot vert. Les voir à la bataille tous les jours pour cette tunique, ça a animé à la fois les étapes, puis ça rendait cette quête de ces classements annexes très intéressante. Je te laisse la main pour le flop. Bah, du coup, le flop, c'est la bataille pour le maillot jaune qui s'est évanoui dès la 6e étape. C'est bête quand même. C'est bête. Je trouvais que c'était un peu tôt quand même. Ça pose la question du placement de la première étape de montagne sur 3 semaines. Les organisateurs ont voulu retarder le plus longuement possible l'étape Rennes qui a été placée donc à la veille de l'arrivée. Mais avec un terrain de jeu comme le Tourmalet dès le 6e jour, ça a tué un peu le suspense pour la course. Pardon, mais tu peux difficilement galvauder les Pyrénées. Voilà. Non, bien Les belles sûr. Pyrénées, hein. Mais surtout pas. Mais on va dire traditionnellement, on va dire la première étape de montagne intervenait plutôt, on va dire fin de première semaine. Dans voilà. les années récentes, quand même, on a eu des étapes dans les Pyrénées. Oui, J'ai oui. le souvenir de Cotteret-Cambasque, justement, où Pogačar et Vingegaard s'étaient battus la 2e année où gagne Vingegaard. Bon, enfin, bref. Mais voilà, après, c'est Mais les non, coureurs qui mais disposent et les organisateurs, je sais très bien, ils font super bien leur travail. Je vois bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que l'année dernière, pour le coup, on avait eu plus de suspense en ayant des étapes Mais de avec montagne. les un coureurs petit qui peu. dominent plus autant, tardif. forcément, ça provoque ça dès le 6e jour. Éloi, ton flop. Un flop un peu chauvin. Il n'y a eu aucune victoire d'étape française quand même sur ce Tour de France. Il faut le souligner, c'était pas arrivé depuis 1999, donc ça fait 27 ans. Et au-delà, le fait qu'il n'y ait pas de victoire d'étape, c'est à part Martinez sur les lacets de l'Alpe d'Huez, j'ai pas souvenir d'un Français capable de jouer vraiment une victoire. Peut-être Alex Baudin à Ussel, mais encore, et vu le groupe qu'il y avait avec notamment Mathieu Van Der Poel, on n'a jamais vraiment senti un Français capable de jouer la victoire. C'est peut-être un peu le regret. Et voilà, ça reste quand même un fait rare qu'un Français ne gagne pas sur le Tour. C'est arrivé en 1926. 1999 et du coup 2026, donc on fête un centenaire presque. Magnifique. Voilà, les chiffres sont bons. Bon, Donc, mais voilà, l'année prochaine, Paul Magnier va venir et il va se charger de régler tout ça. Mais la différence de ces 2 éditions-là, on a 3 Français dans le top 10. Voilà. Ce qui n'était pas le cas en 1926 et 1999. On n'avait pas un maillot à pois en 1999? Richard Virenque le Pas gagne. Christophe Rénier. Ah non, c'est en 98 Rénier. Non, et en 80, est-ce que Bon, je crois qu'il gagne. ouais. Mais bon, en tout Je cas, il pose une termine question tous à les deux laquelle je n'ai pas 8e la du Tour de France, Virenque et en 1926, j'ai le nom si je le retrouve. Oui,
Georges Cuvelier, voilà, qui termine 8e. Et là, on a 3 Français en top 10. Moi, Sexas 4e, Martinez 5e et Gigat 10e. Je suis fasciné par le fait que tu arrives à trop lire. Moi aussi, je me suis impressionné là, j'avoue. Luc. Moi, c'est Juan Ayuso. Alors évidemment, il a ses excuses. Hein. Il est tombé sur Paris-Nice. Il est retombé à l'entraînement en mars. Il a été malade plusieurs fois. Il était malade encore au Dauphiné. Mais voilà, finalement, il n'a pas du tout pu se mêler à cette lutte pour le maillot blanc. Et je pense que ça a contribué au fait que les positions générales étaient figées ces derniers jours parce que lui, c'est un coureur offensif et c'était peut-être le plus offensif des trois avec Del Toro et Sexas. Donc c'est un petit regret. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci Luc, Éloi, Julien d'avoir été à mes côtés pendant tout ce Tour de France. Merci également à Thomas Perrotto, Johan Aubois et Pierre Mingeot. Merci à la rédaction en chef, en particulier à Mickaël Buisson. Merci à Mathieu Roclago à la réalisation. Merci enfin à tous ceux qui ont contribué au quotidien à nous mettre dans les meilleures conditions pour l'enregistrement de ce podcast, en particulier à Elohan. Et puis surtout, merci à vous tous qui nous avez été si fidèles pour cette 4e saison de l'équipe du Tour. On vous souhaite un bel été et à très vite.